Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la séance 2 du cours de cristallographie. Donc, la première séance, on a vu qu'un cristal, il était constitué d'un motif, qui est la plus petite unité que je vais, euh, que je vais pouvoir donner, et puis un réseau de translation, qui est le quadrillage sur lequel, en fait, je vais reporter mon motif à l'infini pour faire le cristal. Donc aujourd'hui, on va parler de la symétrie ponctuelle. Vous allez voir, après, on parlera de la symétrie du groupe d'espace, mais là, la symétrie ponctuelle, c'est la symétrie du motif uniquement. Donc une opération de symétrie, c'est quelque chose de mathématique, c'est une application linéaire qui va s'associer à tout point de l'espace en un point, qui va associer à tout point de l'espace un point image. D'accord? Si vous prenez des exemples simples que vous avez dû voir plus jeunes, comme un avion, par exemple, la ligne rouge, vous voyez que je peux couper l'avion en deux et qu'il est symétrique, c'est-à-dire que ici, la partie du haut est bien la partie image par ce miroir de la partie basse. De la même façon, si je prends les petites maisons, hein, ils font ça en élémentaire, vous avez un miroir et vous devez reporter la maison miroir, en fait, enfin image, pardon, de cette maison noire. C'est la même chose hein, que vous avez dû voir en chimie quand on parlait des énantiomères, images l'un de l'autre. Voilà, c'est ça, c'est de la symétrie. Donc, un élément de symétrie, ça va être l'ensemble des points fixes de l'opération associés qui vont rester inchangés. Ça peut être un point. Alors, pourquoi je dis inchangé? Parce que, par exemple, si le miroir, si je mets un objet sur le miroir, l'image de cet objet sur le miroir, c'est lui-même. Donc, ça peut être quoi comme élément de symétrie? Vous allez pouvoir un point, par exemple un centre d'inversion, on va discuter ça. Ça peut être une droite ou ça peut être un plan. Donc, une droite, c'est bidimensionnel et un plan, c'est tridimensionnel. Cette opération de symétrie, parce que ça reste mathématique, on peut l'écrire de manière matricielle. Alors, il y a un petit document sur ma doc pour vous rappeler les matrices et puis on en discutera en TD, vous inquiétez pas. Donc, je vous rappelle, je reprends mon repère ABC, qui est mon repère, vous savez, du trièdre direct, avec bien sûr la main droite. Donc, si je mets A vers la droite, B est en haut et C est vers vous. Donc, la matrice, elle s'écrit comme ça. Vous avez les coordonnées x, y, x', y', z' de l'image, d'accord, qui est en colonne. Et en fait, l'opération de symétrie, elle va s'écrire comme une matrice, si vous voulez, 3 par 3, qui va être multipliée par le système d'axe initial. Et donc, vous pouvez mathématiquement, parce qu'il faut voir que derrière, il y a plein de mathématiques, on peut mathématiquement trouver tous les points, par exemple, de ma maison, mathématiquement, avec l'opération de symétrie, l'écriture matricielle de ce plan miroir. Bien sûr, je vous rassure, on va en faire un petit peu, mais après, on va beaucoup travailler. Par exemple, ici sur la maison, bah, on va beaucoup travailler avec le dessin, d'accord? Alors, les opérations de symétrie ponctuelle, pour nous, il y en a 5, d'accord? Et on a 2 notations. Alors, c'est pas nous, nous, on a 2 notations, c'est qu'il existe 2 notations. La première, qu'on va appeler notation internationale ou Berman-Mauguin. Cette notation, c'est la notation que on va utiliser, nous, en cristallographie. D'accord? Et puis, quand vous allez être en L3, en chimie, je crois que tous les parcours, peut-être pas les chimies bio le font, mais les autres, vous allez avoir une notation quand on va parler de la symétrie ponctuelle des molécules et notamment de la théorie des groupes, par exemple, qui vont nous déterminer les bandes de vibration d'une liaison, des choses comme ça. On va utiliser la notation de Schoenflies, d'accord? Et voilà, c'est juste pour vous montrer, il y a 2 notations. Euh, on va parler plus ou moins de la même chose. Bah, grosso modo, on va parler de la même chose, mais on va pas les noter pareil. Et quand vous ferez la théorie des groupes, vous prendrez cette notation. Donc, nous, ici, bien sûr, les 2 notations, vous devez les connaître. On va faire le premier TD la semaine prochaine, où on va parler des 2 notations. On va les revoir, je vous rassure, pendant le TD. La première opération de symétrie qui est triviale, mais qui peut être oubliée facilement, c'est ce qu'on appelle l'identité. Ça se note 1 en notation internationale ou E en notation de Schoenflies. L'identité, bah, c'est tout bêtement, vous prenez votre point, il reste inchangé, il reste là.
D'accord? Ça fait partie des opérations de symétrie ponctuelle qui existent. Vous verrez qu'après, l'identité, quand on est dans le groupe d'espace, on peut faire des petites translations et on appellera ça des centrages. Donc, l'identité fait partie des opérations de symétrie ponctuelle. Le deuxième, c'est les axes, où vous allez faire une rotation de 2π sur n, dans le sens inverse des aiguilles. D'accord? Alors, pour ceux qui sont plus matheux, c'est le sens trigonométrique. Et puis ceux qui sont moins matheux, ils apprennent que c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, on l'appelle petit n. Donc, le petit n est relatif au nombre par lequel vous avez divisé 2π. Je vous rappelle que 2π, c'est la rotation, c'est un cercle complet, hein, c'est 360 degrés. Et en notation de Schoenflies, c'est un Cn. Les valeurs de n, il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Il peut prendre que 1, 2, 3, 4 et 6. On vous expliquera pourquoi. En fait, on ne peut pas avoir tous les ordres. D'accord? Alors, en symétrie ponctuelle, ça marche. Mais en symétrie du cristal, ça ne marche pas parce que, en fait, on ne peut pas faire un pavage régulier et complet avec certains ordres de symétrie. Ça ne veut pas dire qu'en symétrie ponctuelle, ça n'existe pas. Juste que je préfère que vous reteniez ces valeurs-là parce qu'après, pour les groupes d'espace, c'est ce qu'on va utiliser. Après, on a un point qui est le centre d'inversion. Donc, il se note par un bar. Vous savez, on a discuté la dernière fois du fait que quand on met moins, on met une barre au-dessus. Donc, le 1 bar. Ou en notation de Schoenflies, assez simple, c'est un petit t. Après, on a une réflexion qu'on appelle miroir. D'accord? Donc, c'est le plan miroir. On appelle ça M en notation internationale. Et sigma en notation de Schoenflies. Vous allez voir, les sigma, on va donner, en notation de Schoenflies, on est un petit peu plus compliqué sur les directions qu'on va pouvoir donner au miroir, parce que bien sûr, si vous avez un miroir horizontal et vertical, c'est pas la même chose. Mais vous allez voir qu'en notation de Schoenflies, on peut appeler ça un sigma V pour dire vertical, H pour dire horizontal, on peut avoir D pour diagonale. Alors, la notion de horizontal, vertical ou diagonale, bien sûr, ça va dépendre de la façon dont vous regardez la symétrie. Nous, on va travailler sur des molécules au départ. En fait, c'est défini en fonction de l'axe de l'axe de rotation de plus grand ordre. D'accord? Petit n, c'est l'ordre de la rotation. Vous pouvez avoir des axes qui sont, par exemple, un axe d'ordre 4 qui va être un carré. Vous avez un carré, il y a un axe d'ordre 4. Mais vous pouvez aussi avoir des axes d'ordre 2. Et l'axe de plus grand ordre, c'est celui de l'axe 4. C'est lui qui va définir la façon dont vous allez imposer les axes sur votre molécule. Et puis, vous avez la roto-inversion qui s'écrit N bar ou SN. Alors, la roto-inversion, on en reviendra un petit peu après. Il n'y a pas pour l'équivalence entre les deux. Donc, la roto-inversion, je vais vous dire après ce que c'est à la fin. Comment on va remplir les matrices pour les opérations de symétrie? Les matrices, vous allez voir, ça va être le but en fait de ce cours-là et de ce que vous devez savoir, c'est vous allez les remplir d'une certaine façon. Si je prends l'identité, on va avoir une matrice pour laquelle en fait tous les axes A, B, C ou les axes X, Y, Z, ils sont invariants parce que de toute manière c'est l'identité. Donc, en fait, je vais avoir des 1. Alors, invariant, ça veut dire, c'est vrai que c'est un mot que je vais beaucoup utiliser. Invariant, ça veut dire qu'il ne change pas. Donc, je vais avoir des 1 sur toutes les diagonales, sur tous les éléments diagonaux de la matrice. Ce qu'il va falloir que vous révisiez chez vous et que vous regardiez dans l'annexe, c'est la multiplication des matrices, si ça ne vous parle pas. Je vous rappelle que pour multiplier une matrice A par B, donc par exemple, ici c'est A, ici c'est B, moi, personnellement, je ne sais pas le faire quand c'est écrit en ligne. Donc, on l'écrit souvent en ligne pour l'énoncer, mais après, je les décale en bas pour A et en haut pour B. Ce qu'il faut, c'est que le nombre de lignes de A corresponde au nombre de colonnes de B. C'est la seule restriction. Il faut que ce côté-là, il soit équivalent à la longueur de ce côté-là pour faire la multiplication. Donc, vous pouvez avoir, vous voyez, ici, on a une colonne, une matrice qu'on appelle 3 par 3, 3 colonnes, 3 lignes. Et là, on a une matrice 1 par 3, une colonne, 3 lignes. Toujours est-il que quand vous faites la multiplication, par exemple, pour avoir ce point-là, en rouge, c'est cette colonne-là avec cette ligne-là. Et donc, vous allez multiplier 2 à 2
les, les nombres. Donc ici, vous avez un 1, A11 qui va être multiplié par B12. Et après, vous allez ajouter chaque multiplication. Donc A11 fois BA2 plus A12 fois B22. Et ça vous donnera votre résultat. Je vous rassure, ça va être simple parce qu'on va avoir beaucoup des 0, des 1, des moins 1. On n'aura pas de chiffres farfelus de 3, de 4, de 5. On est dans des systèmes assez simples. Donc, si je prends ma matrice identité, 1, 1, 1, machin, et que je reprends x, y, z, et je fais ma multiplication. Donc, j'ai x fois 1, ça fait x, plus 0 fois y, plus 0 fois z. Donc, tout ça, ça fait x. Vous êtes d'accord? Et si je fais la même chose pour y, je vais avoir ici le deuxième caractère, ça va être x fois 0, excusez-moi, x ici fois 0, plus 1 fois y, plus z fois 0, et ça va vous donner y, et pareil pour z. Et donc, j'ai bien, en fait, ici c'est ce que j'appelle mes x', y', z', c'est-à-dire mes vecteurs images du premier, eh bien, c'est bien égal à ce que j'avais initialement, et c'est le principe de l'identité, il n'y a rien qui bouge. Ce qu'il va falloir faire, c'est reconnaître au moins certaines matrices remarquables comme l'inversion, l'identité, on ne va pas avoir besoin de les retrouver, ou certains axes 2, puis après, ou les miroirs, et après, en fait, selon les directions qui vont être peut-être plus difficiles, faudra les retrouver graphiquement. Ici, je vous ai écrit les choses comme ça, comment je fais. La valeur x', ici, du coup, j'ai dit que c'était 1 plus x, 0 plus y, 0 plus z. Et puis, y', c'était 0 plus x, excusez-moi, 0 fois x, 1 plus y, fois y, plus 0 fois z. D'accord? Et pareil pour la même chose. Ça, je vous le conseille de l'écrire toujours pour après pouvoir remplir votre matrice. Une fois que j'ai ça, ma matrice, je vais pouvoir la remplir. C'est-à-dire qu'ici, 1, 0, 0, c'est ma première colonne. 0, 1, 0, ma deuxième colonne. 0, 0, 1, ma troisième colonne. Les matrices, il va falloir trouver une façon de les écrire à chaque fois et on va toujours les remplir sous forme d'une colonne parce qu'on va toujours prendre en compte le changement des axes, des axes du repère par cette opération de symétrie. Alors, on va prendre un axe 2, un axe de rotation 2. Donc, la rotation 2π sur 2, c'est-à-dire une rotation 2π. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on va conserver la chiralité. Donc, si par exemple, je prends ma main droite, je vais la tourner ici, hop, tourner de pi, ça fait 180 degrés, et aller comme ça. Bon, bien sûr, on va pas dessiner des mains. Souvent, on va dessiner des petites positions qui sont un rond avec un plus. La notion de plus, c'est le fait que vous êtes au-dessus du plan du tableau. D'accord? L'axe 2, il a cette forme-là. On va vous demander de retenir en fait certaines représentations. Ne vous inquiétez pas, le jour du CC, on vous donnera quand même si vous voulez, la grille avec les différentes représentations. Mais bien sûr, les axes 2, à force, vous allez bien voir. Ici, l'axe 2, il est orienté vers vous. D'accord? Il est en dehors du plan du tableau. Donc, je prends un 0 plus et je tourne en 0 plus. D'accord? Parce que si je suis au-dessus du tableau, quand je tourne, je suis encore au-dessus du tableau. Par contre, quand mon axe, en fait, il est dans le plan du tableau, là, comme ça, orienté vers la droite. Mon 0 plus qui est au-dessus du tableau, eh bien, en fait, quand je vais tourner, il va tourner de 180 degrés, mais du coup, il va aller derrière le tableau, puisque de toute manière, c'est l'axe 2 qui est dans le plan du tableau. Donc, si je suis au-dessus du tableau, eh bien, je vais revenir en dessous du tableau. Ça sera plus simple pour moi de vous le montrer en vrai avec les mains et les crayons. Donc, si je prends un axe 2, alors on va noter ça comme ça, on met des accolades, 1, 2, crochet 0, 0, 1, crochet, accolade. Oh, les crochets, on a déjà vu avec trois trucs, enfin 3 paramètres. Ça, c'est paramètre UVW entre crochets, on a dit que c'était une droite nodale.
bah, c'est la direction de l'axe, parce que vous comprenez bien que je ne vais pas vous dire, il faut bien que je vous donne une direction d'axe, c'est pas facile, sinon je dis oui, il est un petit peu comme ça, un peu plus en biais, voilà, donc il faut que je vous donne. Ici, c'est bien sûr, on va l'appliquer au repère X, Y, Z, et si vous avez un axe 0, 0, 1, c'est qu'il est selon, ici, petit c, qui est la dernière composante. Première chose, on le dessine. On le dessine, donc j'ai mon repère ABC, je vous l'ai redonné, et puis après, vous comprenez que je ne travaille pas en 3D, je travaille beaucoup en projection. Donc, ce que je fais, quand vous avez un axe, le plus simple, c'est de l'orienter vers vous, comme si vous le regardiez bien en face, il est vers votre œil. Donc, j'ai A vers la droite et B vers le haut. Maintenant, je vais, et c'est comme ça que je fais, je vais dessiner le repère image de A et B par cet axe 2. Je vais nommer A' et B'. Juste pour information, j'écris les axes A, B, et en fait, A', ça peut être X et Y, hein, vous pouvez les nommer X et Y. Hein. C'est juste qu'après, il faut juste vous rappeler que c'est quand même A, B, C, les paramètres d'une maille. J'y vais. Si je prends A, je fais une rotation, tac, 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 dans le sens inverse de 180 degrés et j'obtiens A'. D'accord? Donc, je prends vraiment cette flèche-là que je tourne, tac, 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 à 180 degrés, j'obtiens A'. Je vais faire la même chose avec B. Et B, hop, va devenir B'. D'accord? Pour avoir la matrice, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. Alors, bien sûr, C, c'est la direction de votre axe. Donc, C, il est invariant puisque c'est l'axe. Il ne bouge pas. C, vous pouvez tourner C à l'infini, c'est l'axe d'orientation. Donc, je vais écrire en fait les coordonnées. Je vais écrire les coordonnées A', B' et C' en fonction du repère AB initial pour pouvoir déterminer la matrice. Alors après, c'est vrai que j'écris sous forme de XY, hein, mais c'est plus pour être. Donc, X', ici, il est là. X', vous êtes d'accord que c'est faites attention, j'écris ce repère selon le repère AB. X', vous êtes d'accord que c'est moins 1 selon X, donc moins A, 0 selon B, il n'y a aucune composante selon l'axe vertical, et aucune composante selon C. Si je prends B', donc ou X, Y', j'ai aucune composante selon A, 0x, j'ai moins 1 selon Y et 0 selon Z. Hein. Vous avez vu, B', il est bien égal à moins. Et puis, si je prends Z', comme c'est l'axe de leur rotation, bah, il est invariant selon A et B. Par contre, il vaut 0, excusez-moi, selon A et B, et il reste 1 selon C. Et ce qui fait qu'une fois que j'ai ça, eh bien, je peux remplir ma matrice en colonne. Donc, j'ai mis des couleurs bleu, rose et noir pour vous montrer que ces chiffres-là qui se devront X, Y, Z, ils vont se mettre là. Moins 1, 0, 0. Moins 1, 0, 0. Après, 0, moins 1, 0. Ici, là, 0, moins 1, 0. Et 0, 0, 1. 0, 0, 1. Et donc, vous pouvez retrouver la matrice. La méthode que je vous montre, c'est à chaque fois, c'est ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, après, on va y revenir. Les axes 2 selon C, que ce soit A, B, C, c'est très simple. Donc après, on n'aura pas besoin de dessiner. Vous les retiendrez par habitude. Mais ça vous permet de faire un axe. Par exemple, si vous avez donné un axe qui était dans la diagonale, par exemple en 1, 1, 0, bien là, vous n'avez pas le choix de dessiner. C'est important, c'est un module où il va falloir que vous dessiniez et que le dessin va vous permettre de trouver la solution. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai fait un repère, je dessine, j'écris ça, j'en déduis ma matrice. Alors, pourquoi je dis que les axes 2, quand ils sont selon A, B ou C, vous allez les retenir? Un axe, s'il est selon C, c'est qu'il est invariant selon la direction de l'axe. Un axe, c'est juste une droite. Donc, chaque point qui est sur la droite, ils sont invariants. L'image de chaque point qui est sur la droite, c'est lui-même. Donc, c'est invariant, ça veut dire que j'ai un 1 selon la diagonale. Hein. Vous voyez que chaque fois, c'est la diagonale. Et sur les deux autres, eh bien, A devient moins A, donc j'ai un moins, et B devient moins B. J'ai rien en dehors de la diagonale parce que je suis dirigée que selon un axe. Donc, par exemple, si je prends un axe 2 selon petit a,
eh bien, le 1 sera ici, sur cette composante-là. Et puis, j'aurai moins 1 selon B, moins 1 selon C. Alors, il y a un problème d'animation là. Donc après, si on regarde les axes 3, je vous les montre. C'est juste pour voir que vous montrer que c'est possible. Mais ce qui est important, je vous en donnerai pas à votre niveau. C'est pas le but du L2. Un axe 3, ça va faire une rotation de 2 pi sur 3. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que 2 pi, ça fait 360. Je divise par 3, ça fait 120 degrés. D'accord? Donc, 120 degrés, il faut juste comprendre que les axes 3, je ne vais pas les trouver dans tous les systèmes d'axes possibles. Il va falloir que je trouve un système d'axes que j'appelle l'hexagonal. D'accord? Donc, en fait, avec où l'angle entre A et B vaut 120 degrés. Un axe 3, ça se dessine par un triangle, et donc j'ai A et B. Si je prends l'image de A par l'axe 3, je tourne de 120 degrés, bah ça tombe bien, A' devient B puisque c'est 120 degrés. Alors après, par contre, c'est quand je fais B, quand je fais l'image de B par rapport à cet axe 3. Il va falloir que je tourne de 120 degrés dans ce sens-là. Ici, vous avez 120 degrés. Combien il reste ici? Ben, il reste 60 degrés parce que l'ensemble de l'angle, il fait 180. Donc, si j'en ai 120 là, ben, si 180 moins 120, il me reste 60. Donc, j'ai 60, je fais 60 degrés là, et puis il va falloir que je refasse 60. Donc, mon B', il va être là. Et vous voyez que d'ici, ça devient un peu plus compliqué. Donc, si je donne, et bien sûr, juste C, il est vers vous, donc C, il est invariant. Mais donc, A, c'est facile, A' devient B, donc ça, c'est facile. Ça veut dire que X', c'est 0, 1, 0x, 1y, 0z. Et Z', il reste invariant, c'est 0x, 0y, 1z. Mais le plus dur, bah, c'est B'. Donc B', en fait, il a une contribution selon A, une contribution selon B. Vous voyez, j'ai projeté en fait dans le système d'axes mon B' sur les axes. Donc B', si je le projette là, il a une contribution de moins 1 selon X. Donc j'ai moins 1x. Et ici, de moins 1 selon Y. Hein, je vous rappelle, c'est juste parce que B est orienté vers le haut. Donc, si je suis orienté là, c'est bien moins B. Et donc, après, bah, pareil, bleu, rose, noir, ça va vous aider. Je remplis en colonne. Donc, vous voyez qu'un axe 3, bah, là, c'est pas trivial à faire. D'accord? Là, je vous montre, c'est pour la méthodologie. Ce qu'on va travailler, puis en TD, on va le faire, plutôt les axes 4. Les axes 4, 2 pi sur 4, c'est une rotation de 90 degrés. Donc, c'est plus simple à faire. Donc, ça veut dire que vous avez des repères, comme d'habitude, avec des angles perpendiculaires. Si je prends un axe 4 selon C, l'axe 4, c'est un petit carré, hein, c'est simple, et il est toujours orienté vers vous, vous avez bien compris. Quand je fais A, A' devient égal à B, et puis quand je prends B, que je tourne de 90 degrés, B', il est là. Donc, si je prends A', ça vaut quoi? Ça vaut 0 selon A, une fois B et 0 Z. Et si je prends B', c'est moins 1 selon A, 0 B et 0 Z. Et puis Z', ben, ça va être 0x, 0y et 1Z. Et donc, quand je vais remplir ma matrice, cette fois-ci, je vais avoir 0, 1, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et là, vous n'avez plus de matrice qu'on appelle diagonale. D'accord? Donc, les axes 2, vous allez voir, on va parler des miroirs. Ça va être facile à retenir. Pour la plupart du temps, c'est diagonal. Mais après, quand on a des axes de rotation de type 4, ben, vous n'avez pas le choix de faire votre petit dessin, d'écrire ça tranquillement et de faire votre matrice. L'idée, en fait, c'est après d'arriver à passer de là à la matrice directement, on va dire, pour les plus aisés. Mais s'il faut écrire ça pour passer là et que c'est tout juste, me dis, perdez pas espoir, c'est pas bien grave d'écrire trois lignes de plus et d'avoir le bon résultat que de vouloir faire tout d'un coup et puis se tromper. Alors, les rotations produits. On va écrire des fois, donc n, on a dit que c'est une rotation de 2 pi sur n, et on peut mettre un petit indice en haut, ou alors si on l'écrit en notation de Schoenflies, c'est un CNM. C'est quand on fait n fois, alors on fait n fois m, et ça on fait m fois. C'est pour vous dire que quand vous avez un axe,
vous pouvez faire, donc un axe, c'est un élément de symétrie, mais vous pouvez faire plusieurs opérations de symétrie et vous allez les faire jusqu'à revenir à la position de départ. Je m'explique. Si je prends un axe 2, ici, c'est ma position de départ, 0 plus. Si je fais un axe 2, une fois une opération 2, j'arrive à un 0 plus ici. Je tourne comme ça. Ça, c'est l'image de l'opération qui s'appelle 2 exposant 1. Et pour aller retourner là, il faut que je fasse une deuxième fois l'axe 2. Donc, je fais un 2 exposant 2 et j'arrive là. Et ça, vous êtes d'accord que c'est équivalent à l'opération identité. Si je vous reprends doucement, je pars de là, je fais une fois, deux fois l'opération 2, enfin l'opération 2, et donc du coup, d'axe 2, et donc du coup, je retombe sur ma position initiale, donc c'est l'identité. Si je prends maintenant une opération 4-2, donc un axe 2, j'ai ma première position qui est là. Je fais une première rotation de 90 degrés. Ça fait ce que j'appelle une opération de type 4-1. Eh bien, j'arrive là. Mais si je fais une deuxième fois cette opération, je peux tourner ici, eh bien, ça s'appelle une 4-2. Et voyez bien qu'ici, cette image-là, c'est la même chose que si j'avais fait de là à là en faisant un axe 2. Donc, quand vous faites une 4-1 fois une 4-1, eh bien, ça fait 1-2. Il y a des équivalences. Ça, c'est le principe de la symétrie. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez un axe de symétrie d'un ordre un peu élevé, vous n'avez pas qu'une seule opération. L'élément de symétrie s'appelle l'axe 4, et l'axe 4, il génère un certain nombre d'opérations. Il génère une 4-1 qui est ici, une 4-2 qui est ici, une 4-3 qui est ici, et une 4-4 qui est l'identité. D'accord? Donc, vous allez voir, on va faire le distinguo entre opération et élément de symétrie. Vous pouvez avoir, alors bien sûr, par exemple, prenez un miroir, il n'y a qu'une opération de symétrie. Mais du moment où vous allez prendre des axes 4, 3, 6, ben, un axe, il génère plusieurs opérations de symétrie. Chaque opération de symétrie, du coup, a une matrice bien définie. Voilà. Si je prends l'inversion, je pars d'un. Alors, vous savez, alors ça se dessine par un tout petit point ici. Vous avez une position qui est en haut ici, au-dessus du tableau. Donc, si je fais l'inversion, je vais revenir ici, mais je vais aller derrière le tableau, donc j'ai une position moins 1. Et donc, l'inversion, en fait, ça va être, je vais inverser tous les axes. X devient moins X, Y devient moins Y, Z devient moins Z. Et donc, vous avez vu, c'est l'inverse, si vous voulez, de l'identité où là, que des 1, vous avez que des moins 1 sur l'inversion. Ça fait partie des choses. On ne va pas passer de temps à expliquer, comme ça, vous pouvez les retenir et on passera plus de temps à faire les autres symétries. Alors, la réflexion par un miroir, il y a une petite subtilité. Donc, un axe, c'est facile parce qu'on définit l'axe par la direction où est orienté l'axe. Quand vous prenez un miroir, par définition, et ça, il faut que vous l'appreniez par cœur, un miroir, on le définit par la direction qui lui est perpendiculaire. Ça, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on définit un plan. En fait, on définit la normale, ce qu'on appelle la direction normale au plan. Donc, si je prends par exemple un miroir BM100, si ça veut dire ici, ça veut dire que c'est selon la direction A et ça veut dire qu'il est perpendiculaire à A. Vous voyez, c'est vraiment la grosse différence avec l'axe. L'axe, si j'ai un 2 selon 1, 0, 0, c'est qu'il est selon A. Mais si j'ai un miroir selon 1, 0, 0, c'est qu'il est perpendiculaire à A. Donc, si je prends mon repère AB, toujours comme ça, eh bien, perpendiculaire à A, il est comme ça. Donc, retenez bien, votre miroir, donc, il est perpendiculaire à A. Et du coup, c'est un miroir, donc il contient l'axe B et l'axe C. La différence, c'est un miroir, c'est bidimensionnel. Donc, on y va. Donc, le miroir A' A devient A' par le miroir, et comme B et C sont compris dans le miroir, l'image de B et C par le miroir, c'est eux-mêmes.
Donc, ils sont invariants. Vous voyez, un axe, il y a une direction d'invariance. Un miroir, il y a deux directions d'invariance. Ce qui fait que x', donc petit a, c'est moins x plus moins 1x plus 0y plus 0z. Et y et z deviennent invariants. Donc, y', c'est 1y et z', c'est 1z. Et donc, votre matrice colonne, moins 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Je vous rappelle, hein, on remplit en colonne. Ça va être l'écueil à éviter. Il y a toujours des étudiants qui vont le remplir en ligne. Ça ne marche pas. Les matrices, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, quelle que soit la personne qui va faire, la matrice est la même pour un miroir de 1, 0, 0. C'est pour ça que si chacun les remplit comme il veut, on va avoir des petits problèmes. Si je prends maintenant un miroir 0,01, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire à C, donc il contient le plan AB, d'accord? Donc A et B sont invariants et c'est l'axe C qui va devenir moins C. Et vous avez un 1 et moins 1, d'accord? Vous voyez que comme pour les axes 2 simples, dès que vous avez un axe 2 selon juste une direction ou un miroir qui est perpendiculaire juste à une seule direction, vous avez des matrices diagonales. Alors, la dernière chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est la roto-inversion. La roto-inversion, on l'écrit de deux façons selon la notation. Alors, c'est le truc qui pose le plus de problèmes parce qu'effectivement, la définition n'est pas la même. Quand on est en notation internationale, on l'écrit sous forme de n-bar. Et quand c'est Schoenflies, alors ouais, ça s'écrit soit un O avec un tréma, soit c'est OE, hein, vous inquiétez pas. Et ça, ça s'écrit en SN. Et c'est l'association de deux opérations de symétrie. Donc, en notation internationale, la définition, donc on appelle ça vraiment la roto-inversion, on fait d'abord une rotation d'ordre petit n, et on fait un centre d'inversion. D'accord? C'est pour ça qu'il y a petit n, c'est l'ordre, et la barre, c'est l'inversion. Quand c'est Schoenflies, on appelle ça une roto-réflexion. C'est-à-dire qu'on fait toujours la rotation d'ordre n, mais on fait une réflexion, c'est-à-dire un miroir qui, lui, est perpendiculaire à l'axe. Le problème, c'est que si je prends un 3 bar, je vais vous montrer qu'un 3 bar, c'est pas égal à un S3. D'accord? Parce que du coup, la définition avec les deux notations, vous donne pas les mêmes opérations de symétrie. Si je prends le 3 bar, donc ça, c'est un élément de symétrie. Je l'ai dit tout à l'heure, les axes, un élément de symétrie peut donner plusieurs opérations de symétrie. Donc, le 3 bar, je vais avoir un 3 bar 1, je fais une fois, un 3 bar 2, puis un 3 bar 3, et puis vous allez voir, on va avoir 3 bar 4, 5 et plusieurs. Alors ça, c'est un axe 3. Vous allez voir, on débute en cristallo, donc je vous le dessinerai toujours. Un axe 3, vous l'avez en symétrie, 2π sur 3, je vous ai dit, ça fait une rotation de 120 degrés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des repères tous les 60 degrés. Parce que les axes 3 sont dans des symétries bien particulières. Donc, un 3 bar, ça se dessine. En fait, comme c'est un axe 3 avec un centre d'inversion, vous avez le triangle de l'axe 3 et puis vous mettez le petit rond blanc du centre d'inversion. Donc, je pars par ma position de départ. La première chose, je fais un 3 bar 1. Donc, je fais une rotation ici de 120 degrés. J'arrive ici. Et après, j'applique le centre d'inversion qui est au centre, ce qui fait que je vais arriver ici. Et comme j'ai fait un centre d'inversion, mon 0 plus, il devient 0 moins. Toujours. Ce qui est au-dessus du tableau, comme j'ai une inversion, et ça va derrière le tableau. Je vais reprendre doucement. Je pars de là, 0 plus. Je fais une rotation de 2π sur 3, c'est-à-dire une rotation de 120 degrés. L'intervalle entre chaque trait, c'est 60. Donc, j'arrive là. Je suis toujours en 0 plus, puisque j'ai fait juste une rotation. J'ai pas raison de changer de niveau. Et après, avec mon centre d'inversion, je fais un 0 moins. C'est mon 3 bar 1. Maintenant, je vais faire le 3 bar 2. Le 3 bar 2, ce que je fais, c'est je pars du 3 bar 1 et je refais une fois un 3 bar. D'accord? Ou alors, je repars et je fais deux fois, mais ça ne change pas grand-chose. Je fais mon 0 moins. Je fais ma rotation de 120 degrés, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, j'ai un 0 moins.
Et puis, j'applique mon centre d'inversion. Ici, je vais avoir un 0 plus. Et c'est mon 3 bar 2. Pour faire mon 3 bar 3, si vous avez compris, je repars de mon 3 bar 2. Je fais une rotation de 120, j'ai un 0 plus. Et je fais mon centre d'inversion. J'arrive à un 0 moins là. Et c'est mon 3 bar 3. Et puis, je continue. Pour faire le 3 bar 4, je tourne de 120 en 0 moins. Et j'arrive ici en 0 plus. C'est mon 3 bar 4. Et puis, vous allez voir votre 3 bar 5 qui... Et donc, un 3 bar, vous avez 5 opérations de symétrie ponctuelle. Le 3 bar 6, il est égal à l'identité puisque je reviens sur mon point de départ. D'accord? Maintenant, si je fais un S3. Alors, un S3, on le dessine différemment. D'accord? Alors, on dessine différemment parce qu'effectivement, vous allez voir qu'on ne va pas obtenir la même image que là. Donc, un S3, c'est un axe d'ordre 3. Donc, votre axe 3, il est toujours vers vous, vers les yeux. Et le miroir, il est perpendiculaire à l'axe. Donc, votre miroir, c'est le plan du tableau, le plan de ma feuille. Donc, 0 plus, c'est juste que je me mets une position au-dessus du plan de la feuille. Je n'ai pas précisé, mais il faut toujours que ce soit une position générale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une position qui soit placée sur un élément de symétrie, parce que sinon, ça va tout vous enlever les symétries. Donc, c'est pour ça que je prends toujours une position. Si je mets le petit plus, c'est pour dire, oh là là, je ne suis pas dans le plan du tableau. Alors, j'y vais. 0 plus, je fais une rotation ici de 120 degrés, 0 plus, et je fais mon miroir. Mais mon miroir, il est dans le plan du tableau. Donc, mon 0 plus qui est ici, il se transforme en 0 moins. C'est mon S3,1. Je continue pour faire le S3,2. Je tourne de 120 degrés ici. Je suis en 0 moins. Et je fais mon miroir. Ça devient 0 plus. Et puis, je fais la même chose. Je continue. Mon 0 plus ici arrive là pour mon S3,3 et il devient 0 moins. Et donc, j'ai deux positions, une au-dessus du plan du tableau, une en dessous qui se superposent. C'est mon S3,3. Et puis, à l'inverse, et puis, excusez-moi, je continue, je prends mon signe moins, je fais 120 degrés et je fais le miroir, ça devient plus. Mon S4,3, il est au-dessus du S3,1. Mon S3,4, excusez-moi, il est au-dessus du S3,1. Je continue et l'autre position va être en dessous. Donc, j'ai aussi 5 opérations de symétrie ponctuelle, mais vous voyez bien que je ne les place pas du tout au même endroit. Et donc, il n'y a pas de correspondance entre un 3 bar et un S3. Juste pour vous dire, en général, enfin, c'est pas en général, hein, c'est que c'est le 3 bar, il sera égal au S6 et le 6 bar sera équivalent au S3. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un petit peu la définition. Donc, nous, bien sûr, on va utiliser plutôt ça. Et puis après, on va pas faire de matrice sur celui-là. Voilà, donc juste pour vous dire, l'opération 3 bar 1 qui est ici, vous êtes d'accord que ça ne donne pas la même position que la S1,3. D'accord? Et voilà, je vous donne juste quelques correspondances. Vous pouvez essayer de les retrouver comme ça et vous pouvez voir par exemple que le S3,2 qui est 0 plus ici, eh bien c'est égal au 3 bar 2. La bleue égale la bleue. D'accord? Voilà, après, on va avoir les exercices. Je vais vous donner la correction en ligne. Donc, je vous laisse méditer sur ce cours. Les TD commencent la semaine prochaine. On va reprendre ça tranquillement. Et puis, je reprendrai un petit peu de TD en amphi. Et voilà, c'est fini pour la séance 2 qu'on avait en retard. Bonne journée à tous.